Aujourd'hui, on se penche sur un sujet aussi fascinant que vertigineux, inspiré du livre de Laurent Alexandre, La mort de la mort. On va explorer comment la technologie pourrait bien redéfinir les notions même de vie, de mort et ce que ça signifie au fond d'être humain. Alors, pour bien commencer, il faut s'imprégner de l'image centrale du livre. Laurent Alexandre ne parle pas d'un petit changement, non. Il parle d'un véritable tsunami. Une force de la nature, une vague de fond, qui s'apprête à tout emporter sur son passage. Et ce terme, le génotsunami, c'est exactement ça. Il faut imaginer une vague de transformation technologique si puissante qu'elle ne va pas juste modifier quelques aspects de nos vies, elle va carrément bouleverser notre morale, nos lois, notre politique, bref, les fondations même de notre société. Le point de départ, c'est donc de bien saisir l'ampleur du phénomène. Ce n'est pas une simple évolution qu'on peut accompagner tranquillement, non, c'est une rupture, une vague qui va complètement nous remodeler. Mais d'où vient cette vague? Qu'est-ce qui l'alimente? Eh bien, c'est la convergence de 4 domaines technologiques majeurs qui agissent comme le moteur de ce tsunami. On les appelle les NBIC, nanotechnologie, biologie, informatique et sciences cognitives. Mais attention, le plus important, ce n'est pas de les regarder séparément. Le vrai changement de paradigme, la puissance explosive, elle vient de leur rencontre, de leur fusion. C'est quand ces domaines commencent à travailler ensemble que tout s'accélère. Pour se donner une idée de la puissance de calcul dont on parle, ce chiffre, 1 million de fois, c'est l'augmentation de la puissance des serveurs qu'il faudrait pour cartographier entièrement le cerveau humain. Un bon quintel pense possible d'ici 2029. C'est juste colossal. Et pour la vitesse, 750 000. C'est le nombre de bases d'ADN qu'un séquenceur moderne peut analyser chaque seconde. Ce qui prenait des années et des fortunes il y a peu de temps se fait maintenant quasiment en direct. Ça donne le tournis. Alors, avec une telle puissance entre les mains, que va faire l'humanité? L'argument du livre, c'est qu'elle va s'attaquer à son plus vieil ennemi, à ce qui nous définit depuis toujours, la mort elle-même. On change complètement de perspective. La mort ne serait plus une fatalité philosophique, une fin inéluctable à accepter. Elle devient un problème technique, une sorte de bug dans notre programme biologique qu'on pourrait, petit à petit, corriger. L'idée est de la grignoter, morceau par morceau. Et ça crée une tension dans notre société. D'un côté, il y a la sagesse d'accepter le cycle de la vie. Et de l'autre, une volonté de plus en plus forte de lutter contre chaque ride, chaque signe de vieillissement. D'après l'auteur, la peur de maladies comme Alzheimer fait pencher la balance de plus en plus du côté du combat. Parce que pour la technomédecine, le vieillissement n'a rien de mystérieux. C'est une accumulation de pannes. L'ADN s'abîme, les protéines sont moins bien fabriquées, nos systèmes de réparation sont dépassés. Des problèmes qui, en théorie, peuvent être ciblés et, pourquoi pas, réparés un jour. Et là, on franchit une nouvelle étape. Parce que, une fois qu'on sait réparer, la tentation d'améliorer n'est jamais très loin. C'est ce qui nous amène aux idées les plus, disons, dérangeantes du livre. C'est la question cruciale, le carrefour éthique devant lequel on se trouve. À quel moment est-ce qu'on arrête de soigner une maladie pour commencer à améliorer l'humain? La frontière est incroyablement floue. Pour illustrer ça, le livre prend un exemple très concret, la maladie de Tay-Sachs. En Israël, grâce à un dépistage génétique systématique avant le mariage, cette maladie terrible a quasiment disparu. L'auteur qualifie ça d'eugénisme positif, où une société s'organise pour éliminer une souffrance. Mais en miroir, il pointe une autre réalité, le cas de la trisomie 21, où la quasi-totalité des diagnostics mène à une interruption de grossesse. Il utilise des mots très forts, parlant d'un eugénisme négatif violent, pour souligner à quel point des choix éthiques complexes sont déjà devenus la norme. La conséquence de tous ces choix individuels mis bout à bout pourrait être énorme, une fracture profonde, peut-être même irréversible, au sein de l'espèce humaine. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? L'auteur utilise une image, la tactique du salami. Personne ne décide un jour de changer radicalement les règles. Non, ça se fait petit à petit, tranche par tranche. Chaque avancée semble mineure, acceptable, jusqu'au moment où on se retourne et on réalise que le paysage a complètement changé. Et l'histoire nous le montre bien. La vaccination, la contraception, la fécondation in vitro, toutes ces choses nous semblent normales aujourd'hui. Mais à leur époque, elles étaient vues comme des transgressions choquantes contre nature. Ce qui est impensable pour une génération devient la norme pour la suivante. Le risque ultime, selon le livre, c'est d'arriver à une division de l'humanité en deux groupes. D'un côté, les naturels, et de l'autre, les transhumains, ceux qui auront été technologiquement et génétiquement augmentés. Et cette division pourrait devenir si profonde qu'ils ne pourraient même plus se reproduire ensemble. Et là, la citation de l'auteur est sans appel. Il imagine une fracture bien plus profonde que toutes celles qu'on a connues. Plus que l'argent, la couleur de peau, l'origine. Une fracture inscrite dans nos gènes, une division biologique. On en arrive donc au cœur du problème. Toutes ces technologies nous placent face à un choix fondamental sur notre propre avenir, sur ce que l'on veut devenir. On est en train d'apprendre à lire et à écrire le langage même de la vie, notre propre code génétique.
La question qui reste en suspens, c'est de savoir quelle histoire on va décider d'écrire avec ce nouveau pouvoir. Et la réponse, eh bien, elle définira l'avenir de notre espèce.